De nos jours, tout le monde connaît la fameuse garde suisse présente au Vatican, mais peu de gens connaissent en revanche l'existence d'une garde corse au service du pape à Rome pendant des décennies. Il faut dire que les informations sont parcellaires, une création officielle située entre 1468 et 1471. Nous sont parvenus néanmoins quelques écrits de diplomates vénitiens mentionnant près de 600 soldats corses habitant le quartier romain de Trastevere, l'existence même de la paroisse de San Crisogono, élevée au rang d'église nationale des Corses dès 1445, ou bien la fondation en 1543 par les gardes corses de l'Archiconfraternidad del Carmine pour veiller sur leur culte, comme l'atteste une bulle signée du pape Paul III dans l'église Sant'Agata, à quelques pas justement de San Crisogono. Tout cela reste bien mince et surtout très peu connu du grand public. C'est ainsi qu'en 2014 est créée la Socio Guardia Corsa Papale, sorte de cellule d'enquête historique et d'information sur le sujet. Son président, Ivio Pasquale, accompagné d'une dizaine d'autres personnes, effectue désormais chaque année un séjour dans la capitale italienne, et ce, afin d'honorer la mémoire et réhabiliter l'histoire de ces milliers de Corses qui, durant des siècles, furent au service du pape au Vatican, mais aussi de Rome. Cependant, si cette garde corse a bel et bien existé, et sur une durée aussi longue, cela n'explique toujours pas son absence de nos jours, contrairement à celle des Suisses par exemple. Eh bien, pour trouver cette explication, il faut se pencher sur l'année 1662. Plus exactement, le mois d'août 1662, soit un peu plus d'un an après la mort du cardinal de Mazarin et la prise en main de la situation par Louis XIV. Cette année-là, un incident entre la France et le Vatican interrompt temporairement toutes les relations diplomatiques. Des relations diplomatiques qui ne seront plus jamais les mêmes. Il s'agit plus exactement d'une querelle qui oppose justement cette fameuse garde corse en garnison dans la ville avec des membres de l'entourage de l'ambassadeur de France. Une querelle qui est symptomatique de tensions plus larges concernant les privilèges diplomatiques dans la Rome du XVIIe siècle. Quoi qu'il en soit, cet événement, que l'on va par la suite appeler l'affaire de la garde corse, ou bien l'incident des gardes corses de Rome, va provoquer le premier grand long conflit des Corses contre la France, alors même que la Corse n'a pas encore été conquise militairement par la France. Politiquement, cela constitue d'ailleurs un point névralgique assez important, même au niveau historique et culturel, avant la fameuse défaite corse de Ponteno, qui peut être considérée comme la première opposition entre les Corses et la France. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Quelles sont les véritables raisons de cette disparition de la garde papale corse? Et surtout, qui était cette force armée du pape dont l'histoire s'est perdue dans les couloirs du temps? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Bon visionnage! Bien que sa date de création ne soit pas véritablement connue, la garde corse était une unité militaire du pape à l'époque des États de l'Église. La présence de Corses dans l'entourage des souverains pontifes remonte au moins à l'époque où Pépin le Bref attribue l'île au pape Étienne II en 755, avant sa donation par Charlemagne en 774 à Adrien Ier. Rome est également le refuge de nombreuses familles corses qui fuient au IXe siècle les pillages barbaresques. Une autre preuve est la paroisse de San Crisogono, qui est élevée au rang d'église nationale des Corses dès 1445, et qui fut le lieu de sépulture de nombreux officiers corses au service du Saint-Siège. C'est justement dans ce quartier de Rome qu'au XVIe siècle, une colonie corse nombreuse, faite de commerçants, d'ecclésiastiques et d'étudiants, y prospère. Au final, il semble bien plus probable que cette garde corse ne soit pas une création, mais plutôt une réorganisation d'unités déjà existantes. L'ambassadeur vénitien Paolo Parut nous renseigne sur le fait qu'en 1595, 600 Corses sont déjà employés à Rome, et que ce nombre sera même porté à 1000 par la suite, principalement des hommes à pied, mais également près de 200 arquebusiers à cheval. Leur mission, c'est tout simplement la garde et la sécurité des palais apostoliques, ainsi que d'autres lieux de Rome. Et pour cela, ils disposent de droits de police, leur permettant de combattre les malfaiteurs et d'assurer ainsi la sécurité des routes ou bien l'escorte des courriers. Mais également, chose plus surprenante,
de maintenir des cordons sanitaires lors des grandes épidémies de peste, comme ce fut le cas durant les années 1575, 1630 ou bien 1658. Et quand on parle de sécurité, l'année 1604 n'est pas en reste, puisque c'est au même moment qu'une émeute populaire provoquée par l'ambassadeur d'Espagne donne à la ville un aperçu de la guerre de rue. En conséquence, Clément VIII, le souverain pontife en place, établit une garnison corse à Rome et fait remettre en état l'artillerie du château Saint-Ange. À la même époque, la garde participe également à toutes les cérémonies publiques romaines, processions, réceptions d'ambassadeurs, visites de monarques ou bien exécutions capitales. Grégoire XIII avait déjà durant son règne renforcé la police romaine contre le banditisme et Clément VIII va continuer en ce sens son œuvre. Ainsi, dès son accession au trône, il lance une grande opération de nettoyage dans les marches des territoires aux limites des États du pape. Et pour cause, à cette époque, les révoltes de paysans ne sont pas rares, alors même que Rome est une ville qui attire en son sein un nombre considérable de gens misérables. L'emploi des Corses, à ce rôle équivalent à la maréchaussée, semble donc tout à fait justifié. Mais pour quelles raisons des Corses spécialement, me direz-vous? Eh bien, sans doute par le fait que les insulaires de l'île de Beauté sont d'une part totalement étrangers aux intrigues qui secouent la noblesse romaine. D'autre part, la similitude de la langue corse avec celle parlée à Rome leur confère des facilités de communication avec la population de la ville éternelle. Une population qui, depuis longtemps, apprécie certaines valeurs inhérentes aux Corses, telles que le courage, l'intégrité, la discipline, ou bien tout simplement leur respect des bonnes pratiques du catholicisme. Autre atout des Corses, leurs représentants occupent bien souvent de hautes charges ou grades militaires, à l'instar de Bartolomeo de Vivario, amiral en chef de la flotte pontificale dans les années 1560. Autre grand représentant du peuple corse, le célèbre Sampiero Gauss, dont j'ai déjà évoqué les exploits dans une précédente vidéo. Le lien est en description, et qui, bien qu'étant au service du royaume de France, est célébré, lui et ses compagnies, sur une fresque commandée par le pape Sixte V en 1587, pour être parvenu à vaincre des mercenaires suisses considérés comme les meilleurs fantassins de leur temps. Après ces événements, la garde se retrouve forte de 600 hommes, articulés en 3 compagnies de 200 hommes, répartis entre Velletri, Ascoli et la Romagne. En 1623, l'effectif est même redistribué en 4 compagnies, avant que le corps ne passe à 5 seulement quelques années plus tard. En 1639, Urbain VIII réduit l'effectif à 300 hommes et ramène la totalité des compagnies à Rome. Leur service comprend dès lors la garde des portes ainsi que les services de police et d'honneur. Pourtant, ce n'est que sous le pontificat d'Alexandre VII, au XVIIe siècle, que le corps prend officiellement le titre de garde corse, chaque compagnie vivant dans une caserne. Officiers et soldats sont tous originaires de Corse, la majorité provenant des Pièves, de la partie montagneuse de l'en-deçà des monts, et étant préférés aux gens du littoral et des villes. Les officiers sont généralement issus des familles de nobles ou de notables et recrutent leur compagnie dans leur piève d'origine. À noter que la moyenne d'âge tourne autour de 25 ans, et beaucoup d'entre eux savent lire et écrire, ce qui est plutôt rare à l'époque dans les compagnies militaires. Certains sont mariés et vivent avec leur famille à Rome, les célibataires prenant quant à eux leur repas ensemble dans une auberge tenue en règle générale par l'un de leurs compatriotes. Comme dit précédemment, chaque compagnie dispose d'une caserne et d'un sous-quartier dans lequel plusieurs postes sont tenus en permanence, notamment la caserne de la Trinité des Pèlerins, construite par un marchand de Calvi enrichi par le commerce avec les Indes. À titre de comparaison, à la même époque, les soldats de l'armée française se contentent quant à eux de loger la plupart du temps chez les habitants de leur ville de garnison. En effet, ce n'est qu'avec le règlement royal du 3 décembre 1691 que l'on va construire des casernes pour abriter les gardes françaises, celles-ci n'étant suffisamment nombreuses qu'à partir de 1820, date à laquelle le territoire français a assez de casernes pour loger l'ensemble des troupes.
Charles de Blanchefort-Créqui a servi Louis XIV avec brio sur diverses questions diplomatiques. Le roi décide en conséquence de lui donner le titre de duc avant de lui confier le poste d'ambassadeur à Rome. Un véritable honneur, d'autant que le nouveau venu s'installe, lui et sa famille, dans le magnifique palais Farnèse, résidence des ambassadeurs français auprès du Saint-Siège. À noter qu'en raison des divers privilèges dont jouissent les différents diplomates, leur personne, leur famille, leur entourage et toutes les personnes liées à la résidence, ainsi que la résidence elle-même, sont formellement hors de portée des autorités pontificales et romaines, raison pour laquelle ces dernières n'ont aucun pouvoir sur l'ambassade. Bien évidemment, cela n'a pas toujours été ainsi, mais force est de constater que les limites de l'ambassade ont été repoussées au fil des siècles. Ainsi, au début, cette sorte d'immunité diplomatique ne se limite qu'au bâtiment, mais le temps passant, cette même immunité finit par comprendre également les rues jouxtant l'ambassade, puis tout ce qui l'entoure, y compris les bâtiments situés de l'autre côté de la rue. C'est ce que l'on a appelé la liberté des quartiers. Or, ces zones devenues intouchables se transforment dès lors en véritable refuge pour les criminels, le taux de criminalité explosant fort logiquement. Le pape Alexandre VII tente bien de limiter tout cela. De leur côté, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique, au travers de leur ambassade, prennent également des mesures en ce sens. Cependant, la France s'y refuse quant à elle. Le nouvel ambassadeur, donc, étant pourtant accompagné d'une escorte militaire assez importante. Pire encore, il ne respecte pas les limites diplomatiques imposées à son ambassade. Le duc demandant même que le quartier français soit étendu à la rue qu'empruntent justement chaque jour les gardes corses. Un tracé qui s'étend de leur caserne de la Trinité des Pèlerins et qui se termine au Carcere Nuove, la prison d'État construite au milieu du XVIIe siècle par le pape Innocent X. Or, ces gardes corses, constituant en quelque sorte à la fois une milice urbaine et une garde pontificale, Rome ne voit pas du tout d'un bon œil cette demande et augmente même le nombre des effectifs patrouillant dans les rues. Le 20 août 1662, ce qui devait arriver arriva. Vers 7 heures du soir, au Ponte Sisto, une querelle éclate entre des gardes français et des gardes corses. Celle-ci ayant débuté après que les Français aient lancé quelques insultes aux Corses, les traitant entre autres de sbires et de mouchards du pape. Une bagarre a même lieu, bien que personne ne soit blessé, la rixe n'ayant au final duré que très peu de temps. Cependant, en traversant le pont, ces mêmes Français aperçoivent un autre membre de la garde corse, un certain Giovanni da Calenzane. De nouveau, après des échanges de noms d'oiseaux, une bagarre éclate, mais cette fois, elle se solde par un blessé, en l'occurrence Giovanni da Calenzane. Deux soldats corses qui passaient par là se précipitent aussitôt pour l'aider et mettent en fuite les Français, qui retournent rapidement se réfugier au palais Farnèse. Entre-temps, la nouvelle de l'incident parvient aux casernes corses, une rumeur qui commence à se répandre comme une traînée de poudre, affirmant que des gardes français armés ont tué deux Corses, du nom de Giovanni de Calenzane et du Juan Baptiste d'Ajaccio, et qu'à présent ces mêmes gardes français marchent du palais Farnèse en direction des casernes corses pour les incendier. En réalité, c'est même plutôt l'inverse, les Français se sont rassemblés près de leur ambassade pour la défendre contre l'approche des Corses, le dénommé Giovanni de Calenzane étant toujours en vie. Les officiers de la garde corse font pourtant de leur mieux pour maintenir le calme de leurs hommes dans les casernes, mais en vain. Certains d'entre eux sortent carrément en catimini afin de rejoindre le combat aux abords du palais Farnèse, exigeant que les responsables de ce qui s'est passé sur le pont leur soient livrés sur le champ. De son côté, le duc de Créqui n'a aucune idée de ce qui se trame, ni même que son propre palais est assiégé. Et pour cause, l'ambassadeur arrive au même moment dans sa calèche après une visite aux princesses borghaises. C'est là qu'il entend des détonations qui retentissent dans le quartier. Le duc s'enquiert de ce qui se passe et parvient à rétablir la paix entre les gardes français et corses. Mais sans crier gare, des coups de mousquet sont tirés par d'autres Corses qui viennent d'arriver sur les lieux, ignorant sans doute que la paix vient d'être rétablie. Les balles touchent alors le bâtiment, mais également le carrosse du duc, ce dernier étant blessé, un passant malchanceux perdant quant à lui la vie. C'est à ce moment précis que la situation dégénère. Les Français
ripostant pendant que les Corses s'attaquent à 2 autres carrosses qui viennent d'arriver. Sauf que dans l'un d'entre eux se trouve Madame de Créqui, la propre épouse de l'ambassadeur. Le combat qui s'ensuit, autour des carrosses, ôte la vie à un page du duc et blesse même grièvement Antoine de Bois, le capitaine des gardes du duc. Madame de Créqui, terrifiée, évite de peu d'être touchée par une balle et se réfugie dans une propriété voisine. À la fin de la journée, plusieurs protagonistes ont trouvé la mort ou bien ont été gravement blessés, le capitaine des gardes du duc décédant même dans les jours qui suivent. L'affaire fait grand bruit et immanquablement la nouvelle de ce qui s'est passé ce jour-là à Rome parvient à Louis XIV le 29 août, alors qu'il profite de la chaleur de l'été à Saint-Germain. Fort mécontent, le souverain français décide aussitôt d'interrompre toutes les relations diplomatiques avec Rome et exige de plus des excuses publiques, ainsi que la dissolution immédiate de la garde corse et la publication d'un anathème contre la Corse. Mais ce n'est pas terminé. En guise de réparation, le roi Soleil demande qu'un certain nombre de soldats soient pendus et d'autres condamnés à servir sur les galères. Également, il ordonne la destitution du gouverneur de Rome, le cardinal Lorenzo Imperiali, ainsi que l'exil de Mario Chigi, frère du pape et commandant des gardes corses. En effet, les Français les accusent tous deux d'avoir provoqué l'affaire. Pour couronner le tout, une pyramide doit être érigée devant la caserne corse pour marquer le lieu et maudire les responsables. Le pape et le cardinal Lorenzo Imperiali sont bien obligés de reconnaître la gravité de l'incident et se voient contraints non seulement de renvoyer immédiatement les Corses, mais également de verser une indemnité financière à la France. Mais cela ne suffit toujours pas à Louis XIV. Bien que le duc de Créqui soit rappelé chez lui et quitte Rome avec les cardinaux qui se sont rangés du côté de la France, le souverain français se prépare quant à lui à un conflit armé, bien décidé à annexer les possessions papales d'Avignon. Dans un premier temps, le pape s'oppose aux conditions exigées par Louis XIV, mais l'idée d'une grande armée française marchant sur Rome le persuade de les accepter. 2 ans plus tard, soit le 12 février 1664, le traité de Pise est signé et le souverain français obtient au final ce qu'il désirait. La garde corse est dissoute à jamais, certains sont même pendus, Mario Chigi est exilé de Rome, et la nation corse n'a désormais plus le droit de servir les États pontificaux. En échange de quoi, les possessions papales annexées à Avignon sont restituées au Saint-Siège. Louis XIV reçoit également des excuses publiques, en l'occurrence celle de Flavio Chigi, le neveu du pape, et le fils de l'exilé Mario Chigi, qui doit se rendre à Fontainebleau et s'humilier devant le roi Soleil et sa cour. Une pyramide, monument d'infamie, est donc également érigée. Une pyramide construite juste en face du corps de garde des Corses, avec l'inscription latine suivante, qui traduite en français donne. En exécration de l'odieux forfait accompli le 20 août 1662 par les soldats corses contre le duc de Créqui, ambassadeur du roi très chrétien, la nation corse, pour perpétuer la mémoire de cet événement, a été déclarée inhabile et incapable de servir le siège apostolique de notre très sérénissime Seigneur Alexandre Pape, en exécution de la paix de Pise 1664. A noter tout de même que cette même pyramide sera abattue en 1668, sous le pontificat de Clément IX, avec l'autorisation du roi Louis XIV. Les relations entre le royaume de France et la papauté s'étant considérablement améliorées. À signaler tout de même que bien que le nom de la garde corse fût éliminé, les papes ne pouvant décidément pas se passer du savoir-faire, de la compétence et de la fidélité des Corses, ces derniers continuèrent de servir le Saint-Siège jusqu'au XIXe siècle. La devise latine des gardes corses restant la même, Cirniurum fortia bello pectora, l'on pourrait traduire en français par « les Corses ardents dans la bataille ». Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. Également, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur l'icône rejoindre. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.